Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit auquel vous allez suivre cette image. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous allons parler de ce desiderata avec le nouveau système LMD et l'ancien système PADEM. Est-ce que les deux systèmes cohabitent ensemble? Est-ce que nous devons nous attendre au nouveau gradés académiques et universitaires à la hauteur des anciens gradés? Tout cela, nous allons parler aujourd'hui avec pas des moindres l'invité, mais un grand de l'enseignement supérieur et universitaire. Il est chef de travaux à l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani où il travaille il y a de cela des décennies. Il est venu ici pour présenter sa thèse de doctorat et ensemble avec lui, climatologue culé, nous allons essayer de pingler des difficultés auxquelles rencontrent nos universités nationales. Merci. Okay. Bon voilà, je vais vous présenter le chef des travaux à l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani, à l'occurrence le CT John Baboko, qui est un grand scientifique de renom parce qu'il a œuvré dans cette université ou dans cet institut supérieur durant des décennies. Il est venu à Kinshasa pas pour le tourisme, mais il est venu à Kinshasa pour présenter sa thèse de doctorat en sciences climatologiques. Bonsoir CT. Bonsoir. Je suis très honoré de votre présence et de m'avoir accordé donc cet entretien. Vous vivez à Kisangani, mais vous êtes universitaire, donc des réalités, donc je pense qu'elles ne sont pas différentes des non-réalités ici à Kinshasa. Vraiment, je ne sais pas quelle impression que vous avez par rapport à notre système d'enseignement auquel nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui. Bien, c'est une très bonne question. Ce que je peux dire d'abord, qu'une réforme a toujours ses avantages et ses inconvénients. C'est ça. Voilà. Alors, on ne dit pas que tout est bon, tout comme tout est mauvais. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour aider les législateurs à améliorer pour que la chose avance. Est-ce que vous sentez vraiment que les étudiants essaient quand même de s'adapter avec le nouveau système LMD? Bon, c'est un système qui n'est pas tellement opportun pour le moment, selon moi, ça n'engage que moi-même. Pourquoi? Parce que c'est un système où, parmi les méthodes, il y a les exposés interactifs. Et je rappelle que vous êtes spécialiste en pédagogie. Non seulement vous êtes universitaire, mais vous êtes pédagogue. Je suis pédagogue. C'est ça. Je me spécialise surtout en climatologie. En climatologie. Donc, au département de climatologie au département de géographie. Des géographies. Dans la section de sciences exactes. Dans la section de sciences exactes. Voilà. Donc je m'intéresse beaucoup à les disciplines, mais je suis d'abord enseignant. Parce qu'à dire, ce qu'on forme des licenciés ou en pédagogie, option, c'est-à-dire les gens qui sont qualifiés pour l'enseigner au secondaire. Il n'y a pas que la matière scientifique, mais aussi la méthodologie. Donc en quelque sorte, ce sont des personnes qui sont destinées à préparer donc des étudiants au niveau de l'enseignement secondaire et humanitaire. Et donc, ça vaut quand même la peine de nous expliquer vraiment la profondeur. Les ISP forment les enseignants qualifiés pour donner cours à l'école secondaire, dans telle ou telle discipline. Donc, ils sont plus des professionnels de la pédagogie, parce qu'on voit des fois des gens qui ont fait peut-être d'autres facultés comme le droit, des histoires, entrer d'enseigner, je ne sais pas, au niveau des humanités. Est-ce que ce n'est pas un défaut? Normalement, ils ne sont pas qualifiés pour donner cours, enseigner à l'école secondaire. Voilà. Et qualifié pour enseigner à l'école secondaire, celui qui a fait l'ISP. Donc, il est gradué ou licencié en pédagogie appliquée. Option mathématiques, physique, chimie, biologie, géographie, ainsi de suite. Voyez-vous? Alors, quelqu'un qui a fait le droit, il est licencié bien sûr, mais il n'est pas qualifié pour enseigner. Il n'a pas suivi le cours de didactique. Comment enseigner? Parce que c'est tout un cours. Nous montrons aux étudiants, nous donnons la théorie, nous allons nous-mêmes sur le terrain. C'est ça. Voilà. Voilà. Bon,
cela fait près de 5 ans maintenant depuis qu'il y a introduction de la gratuité de l'enseignement au niveau de l'enseignement de base. Est-ce que des effets se font sentir quand même au niveau des instituts supérieurs ou des universités? Bon, la gratuité jusqu'à présent, c'est limite au niveau de l'école primaire. De l'école primaire. Peut-être bientôt, on va continuer progressivement vers l'école secondaire. Plus tard, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais au moins, il y a pas mal de problèmes, cette gratuité-là. Imaginez-vous un enseignant de primaire qui a 80 ou 100 élèves. Est-ce que, en quelque sorte, parce que l'objectif était de faire hausser le niveau de l'éducation, est-ce que cela va permettre réellement de hausser le niveau ou bien des difficultés peuvent dégénérer au point que même de compromettre ça? Vraiment, je vous dis que nous sommes sur le terrain. Ce que nous vivons à l'intérieur, à un enseignant de l'école primaire, en première année, vous confiez 100 élèves. Comment va-t-il apprendre à chaque enfant comment écrire A? À chaque enfant, c'est un défi majeur vraiment. C'est tout un problème. Il ne peut pas faire la magie. Il a 100 élèves devant lui. À chaque enfant, apprendre à écrire A et les voyelles. C'est impossible. Si vous pouvez dresser l'état des lieux des enseignements au niveau des instituts supérieurs et universitaires, quelle est la moyenne auquel vous pouvez donner? Donc, revenons d'abord sur la gratuité. Sur la gratuité, oui. Il y a des enseignants qui donnent cours dans des écoles primaires, qui enseignent, mais qui n'ont pas de salaire. Il y en a d'autres. Mais je croyais que ces problèmes-là étaient réglés avec le NP. C'est pas encore réglé. C'est pas réglé. Ça persiste toujours à l'intérieur du pays. Mais les parents s'organisent d'une manière ou d'une autre pour aider ces enseignants-là à avoir quelque chose. Cette prime existe d'une manière ou d'une autre, qu'on se le dise. On ne veut pas seulement le dire tout haut, mais ça existe. Donc ça a changé un peu de forme. Ça a changé un peu de forme parce qu'il y a d'autres demandes qui sont inclus, mais ça vaut quand même de la peine pour les parents. Nous les parents, nous souhaitons que nos enfants soient bien formés. C'est pourquoi dans certaines écoles, on demande un petit rien. Nous donnons ça pour permettre à ceux qui ne sont pas payés d'avoir quelque chose. Et comme ça, on leur donne un bon nombre d'élèves pour permettre pour que quelqu'un n'ait pas 100 élèves lui-même, ou 80. Donc pour l'enseignement, vous pensez que c'est un défi énorme de voir un enseignant devant plus de 100 élèves dans une même salle de classe? Donc ça constitue déjà un danger. Et pour pallier à ça, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme idée, comme solution? Bon, il faudrait seulement qu'on puisse mécaniser. Ceux qui ont gagné le marché arrêtent. C'est toujours comme ça. Depuis que ça a commencé, je ne sais pas. Chez nous, de la Tchopo, je ne crois pas qu'il y ait un territoire où ce projet a échoué. Bon, voilà, nous allons revenir sur l'enseignement supérieur et universitaire pour parler maintenant des cas de syllabus. Parce que non, parlons un peu de cette histoire de LMD. De LMD, on va revenir encore sur LMD. Parce que il y a trop de choses qui se racontent par rapport à ce système. On ne sait pas, est-ce que le fait de rétrécir le nombre d'années pour former un licencié, ça va impacter sur la qualité de sa formation, ou bien ça va lui permettre de ne pas donc s'évader, donc de cumuler la matière donc à une certaine période, à une période un peu rétrécie, et le favoriser donc plus à comprendre. Donc je ne sais pas, entre les deux systèmes, qu'est-ce que vous verrez que non, ça posera un peu de problème. Bon, vous voyez, on a interdit le support. Le support. Donc on ne peut plus donner aux étudiants les supports. Donc c'est la méthode d'exposé interactif. Vous entrez à l'auditoire, vous parlez, l'étudiant écrit comme il attend. Alors, les niveaux des nos étudiants qui viennent dans nos écoles secondaires est trop bas. On se le dit. Un étudiant qui ne sait pas écrire correctement le français, qui a de la peine à former les phrases avec sujet, verbe et complément. Alors, vous parlez, il écrit à sa manière, avec beaucoup de fautes. Un texte où il y a beaucoup de fautes, lorsqu'il va à la maison, il va lire, donc ces fautes-là restent dans sa tête. Directement, donc ça restera collé donc dans sa mémoire. D'abord, pour écrire, c'est tout un problème. Et même parler français aussi à l'époque. On reconnaissait des étudiants par les Français dans la rue. C'est ça. Aujourd'hui, c'est les Lingala, les Swahili dans la rue. Ouais. Nous, quand